comme un métronome. Pumta, 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 pumta. AVS avec Philippe Robichon. AVS à votre santé, bonjour et bienvenue. Mon invité aujourd'hui est le docteur Mathieu Bernard. Bonjour docteur. Bonjour Philippe. Attends, on va vous ouvrir votre micro, c'est mieux pour vous entendre. Merci d'enlever tes moufles, Nicolas. Cardiologue et hypnopraticien formé à la PNL. Vous parlez de Processcom. Vous êtes un ovni, autant le dire, dans votre métier. Mais si vous êtes là ce matin, c'est pour parler de votre premier livre qui s'appelle Le cœur, notre autre cerveau, aux éditions Larousse. Ça, c'était sur votre to-do list, d'écrire un livre. Exactement. Il y a encore plein de choses sur la to-do list, mais écrire un livre et surtout le publier dans une belle maison comme Larousse. Chez Larousse, ouais. Voilà, ça c'était dans ma to-do list, effectivement. Et qu'est-ce que vous vouliez dire dans ce livre ? Oui, il y a plusieurs choses. Vous vouliez raconter votre vie, vous vouliez... Au début, je l'ai pensé comme une sorte de testament de mes 10 années d'exercice cardiologique. Et puis, il y a plein de choses que je voulais transmettre dans ce livre. D'une part... Ça, c'est pas très funky, pour le coup. Le testament ? Ouais. Non, c'est pas très funky. Non. Mais non, il s'adresse à plusieurs publics, en fait. Tout d'abord, mes confrères médecins, parce qu'il y a une réelle importance dans l'utilisation des mots lorsqu'on est en consultation. Et malheureusement, on n'a aucune formation sur les bancs de la faculté. Et ça, cette formation, je l'ai acquise dans mes formations d'hypnose. Et donc, c'est vraiment fondamental. Et puis, alors, l'hypnose, vous expliquez dans votre livre que ça vous a changé la vie. Oui, personnellement et professionnellement. Ouais. Ouais. Alors, si vous voulez que je rentre dans les détails... Non, on verra tout à l'heure, mais c'est vrai que... quand je dis vous êtes un ovni, c'est vrai que vous avez plusieurs cordes à votre arc. Mais en quoi, qu'est-ce que ça vous a apporté l'hypnose finalement ? Qu'est-ce que ça m'a apporté ? Ça m'a révélé. J'ai découvert des choses sur moi que je ne soupçonnais pas. J'ai pris conscience d'énormément de choses aussi. Ce qui m'a vraiment fait prendre des directions différentes. Et puis professionnellement, j'ai complètement changé ma vision de la médecine. J'ai complètement changé mon approche avec les patients aussi. Et donc c'est extrêmement enrichissant. Je pense que les patients le ressentent aussi. J'ai eu une stagiaire il n'y a pas très longtemps, une infirmière, qui m'a dit c'est incroyable, on a l'impression que vous dites aux patients ce qu'ils ont besoin d'entendre. Et ça semble couler naturellement chez vous. Donc c'est un très bel hommage, et ça c'est l'hypnose. Il n'y a pas d'autre... c'est la Processcom. Et la Processcom aussi. C'est les deux, non ? Oui, comme vous l'avez dit, j'ai plusieurs cordes à mon arc et je pense que c'est fondamental. On a différents outils, l'hypnose est un outil et voilà, en fonction de chaque patient, on va utiliser l'outil le plus approprié pour lui. Alors, vous avez développé votre propre méthode thérapeutique autour justement du lien thérapeutique entre le patient et son docteur, et vous appelez ça médicommunication, c'est ça ? Alors la médicommunication, c'est plus dans la formation des médecins en fait. C'est vraiment, vous avez des mots tabous en médecine. Si vous demandez à un patient, est-ce que vous avez mal, est-ce que vous avez envie de vomir, est-ce que vous avez froid, si le patient n'avait aucune de ces sensations-là, vous lui suggérez la possibilité d'avoir mal, d'avoir envie de vomir, d'avoir froid. Donc ça, on ne vous l'apprend pas. Il faut demander à un patient, est-ce que vous avez suffisamment chaud ? Est-ce que vous êtes suffisamment confortable ? Là, on parle plutôt chez les patients qui sont opérés, en fait. Mais on a un réel pouvoir de suggestion quand on est médecin pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a une espèce de forme d'autorité, de respect et de légitimité. Et la deuxième, c'est que lorsque vous êtes hospitalisé, souvent vous êtes dans un état de stress assez important qui suscite un état d'hypnose, ce qu'on appelle une transe hypnotique, mais négative. Et donc dans cet état hypnotique, en fait, vous n'avez plus de sens critique en fait. C'est-à-dire que toutes les informations que vous allez avoir, elles ne vont pas être filtrées, vous allez les intégrer et ça peut être extrêmement délétère si ces informations sont mal délivrées. Pourquoi ? Parce qu'on infantilise les patients finalement quand ils sont à l'hôpital ? Non, c'est pas ça du tout. C'est vraiment l'état dans lequel vous êtes. Si vous êtes stressé, si vous n'avez pas su être rassuré, là oui, c'est le patient qui est comme un enfant en fait. Il va prendre pour argent comptant tout ce qu'on lui dit. Et comme l'inconscient ne comprend pas la négation, l'exemple qui est très souvent cité, si je vous demande de ne pas penser à un éléphant rose, vous allez d'abord devoir penser à cet éléphant rose et faire une croix dessus pour refuser d'y penser. Pour effacer une idée, le cerveau d'abord doit y penser. Exactement, il doit ensuite, la générer. Et ensuite, il l'efface. Exactement. Ça marche avec les enfants très bien. Ça marche très bien avec les enfants. Voilà. Moi, mes enfants
Si vous dites à votre enfant ne sautez pas dans une flaque, l'inconscient de l'enfant entend saute dans la flaque. Donc mes enfants, je leur ai toujours dit de sauter par-dessus la rivière, parce qu'en plus il faut faire appel à l'imaginaire. Donc jusqu'à présent, mes enfants n'ont jamais éclaboussé personne. D'accord. Et ça marche au passage clouté aussi? Oui. Ouais, mais j'ai des enfants. Ils sont merveilleux. Ils sont merveilleux. Ouais. L'hypnose, tout le monde en fait. De toute façon, on se met souvent, sans le savoir, dans des états hypnotiques. Exactement. Dès lors que vous êtes passionné, vous êtes, à mon sens, dans un état d'hypnose. Quand vous êtes face à un film et que vous vivez le film, vous riez, vous pleurez parce que le film est déchirant, vous êtes dans un état d'hypnose. Il y a plein d'exemples, alors ce ne sont pas forcément des transes hypnotiques très importantes, mais quand vous êtes arrêté à un feu rouge, vous êtes perdu dans vos pensées, et puis parfois le feu passe au vert et c'est la voiture derrière qui klaxonne, et vous sortez de votre torpeur. Votre esprit, lui, était parti à penser aux vacances, à la soirée, au week-end, etc. Et vous étiez dans une forme de transe hypnotique. Donc c'est un état naturel, et je profite de cette tribune que vous m'offrez pour vraiment démystifier quelque chose. C'est la personne qui rentre elle-même dans un état d'hypnose. Si vous ne voulez pas rentrer dans un état d'hypnose, vous pouvez défier n'importe quel hypnotiseur. Si vous êtes comme ça, non, vous ne réussirez pas à m'hypnotiser. C'est possible, mais il faut vraiment des techniques de Sioux et qui sont maîtrisées par de rares personnes. Donc en tout cas, en thérapie, si vous ne voulez pas rentrer en état d'hypnose, ça ne sert à rien d'y aller. Et si vous n'avez pas confiance dans le thérapeute... Si vous voulez lutter, oui, voilà. Ça ne fonctionnera pas. Donc il n'y a pas le seul pouvoir qu'a l'hypnothérapeute ou l'hypnotiseur, c'est celui que vous voulez bien lui donner. Alors pour ceux qui nous écoutent, votre livre est un livre audio avec des bonus. Donc on va sur le site de Larousse et on a plein de choses. Voilà. Et vous nous invitez à télécharger les albums de Moby aussi également. Alors oui, il y a des albums qui sont en téléchargement libre, qui s'appellent Langue Ambient, pardonnez mon accent, et que Moby a développé pour la méditation. Mais donc, si vous voulez faire une séance d'auto-hypnose, c'est possible en écoutant cette musique qui favorise le calme et l'intériorité. Alors, est-ce que c'est parce que c'est un Breton qui a inventé le stéthoscope que vous êtes devenu cardiologue? C'est une bonne question. Non, je suis devenu cardiologue parce que, pour tout vous dire, j'ai commencé un stage en gastro-entérologie, j'ai trouvé ça merveilleux. Et quand je suis passé après en cardiologie, les odeurs étaient beaucoup moins fortes. Et donc j'ai trouvé ça un peu plus propre. C'est vrai ? C'est vrai. Ça, c'était la première. Ça tient pas grand-chose, une carrière et une vocation, finalement. Mais ça n'est pas la seule. En fait, le gros avantage de la cardiologie, c'est que le cœur est un organe que l'on connaît extrêmement bien. Donc, on connaît bien la physiopathologie, c'est-à-dire le mécanisme, la cause des maladies. Et on a énormément de traitements efficaces, avec une gradation en plus. C'est-à-dire qu'on commence par un premier traitement, et s'il n'est pas efficace, on a un traitement un peu plus fort, et ainsi de suite. Et dans les cas extrêmes, ça peut aller jusqu'à la transplantation cardiaque ou ce qu'on appelle l'assistance cardiaque, c'est-à-dire une espèce de cœur artificiel. Et donc, on a vraiment des possibilités énormes à proposer aux patients. Donc, ce qui fait que je suis un cardiologue qui est plutôt rassurant, contrairement à certains confrères qui peuvent générer énormément d'anxiété chez leurs patients en pensant que ça va les faire adhérer au traitement, ce qui n'est pas une idée que je partage. Alors, il y a deux familles de problématiques qu'il faut déterminer, les problèmes organiques et les problèmes psychosomatiques, et c'est plutôt à cela que vous vous adressez et auquel vous vous intéressez dans votre livre. Oui, dans le livre, oui, tout en insistant bien sur le fait que pour s'assurer que les problèmes soient bien d'origine psychosomatique, c'est-à-dire générés par l'esprit, il faut évidemment avoir éliminé avant ce qu'on appelle une cause organique, c'est-à-dire une dysfonction de l'organe, une dysfonction du cœur. Voilà. Et vous vous intéressez principalement au stress qui n'intéresse personne. Le stress qui est le principal ennemi de notre cœur, vous dites même que c'est le roi des facteurs de risque. Pourquoi est-ce que c'est le roi des facteurs de risque, plus que l'âge, le tabac Parce que le stress impacte beaucoup d'autres facteurs de risque. Quand vous avez un stress, si vous êtes fumeur, vous allez fumer 2 fois plus, avec cette illusion que la cigarette va vous calmer. La cigarette, en fait, elle calme le manque de nicotine qu'elle a elle-même généré. Mais elle ne va pas calmer le stress. Vous donnez une cigarette à un non-fumeur qui est stressé, il sera toujours aussi stressé, si ce n'est plus, après l'avoir fumé. Donc ça, c'est le premier point, ça agit sur le tabac. Le stress, les gens qui sont stressés peuvent avoir tendance à calmer ce stress en mangeant davantage, donc vous allez avoir une prise de poids. Le stress
fait augmenter la tension artérielle qui elle-même est un facteur de risque. Et puis, on sait que le stress peut générer aussi des décompensations de diabète, donc des aggravations des cas de diabète. Donc sur la plupart des facteurs de risque cardiovasculaire, le tabac, la tension, le diabète, le stress a une influence. Donc voilà pourquoi je le qualifie de roi des facteurs de risque. Alors à un moment donné, vous dites que le cœur est une glande. Oui. Si j'ai bien compris. Alors expliquez-nous. Ça n'est pas que ça, mais c'est une glande. C'est aussi une glande. Expliquez-nous comment l'organisme réagit. Je vous dis ça parce que je voudrais que vous parliez des hormones. Comment notre organisme réagit au stress quand le stress arrive et quel impact ça a sur le cœur? Alors, comment le stress réagit ? Tout part du cerveau. Donc, on a une sorte d'alarme qui se déclenche dans certaines structures du cerveau, comme l'amygdale cérébelleuse. Ce ne sont pas les amygdales qu'on a au fond de la gorge. Elle est où, celle-là ? Dites-nous. Celle-là, elle est dans le... Alors, je ne suis pas neurologue, l'anatomie, c'est loin, mais c'est une structure qui est à la base du cerveau. Pas très loin d'une autre structure qui s'appelle l'hippocampe, qui, elle, gère la mémoire. Et donc, quand l'alarme se déclenche, on va avoir, dans un premier temps, une sécrétion d'une hormone qui s'appelle l'adrénaline, et qui va entraîner une accélération de la fréquence cardiaque, une augmentation de la pression artérielle. D'accord. Elle a d'autres effets. Donc, quand vous dites ça, ça veut dire qu'on a le cœur qui tape plus fort, c'est ça ? Qui tape plus fort, oui. D'accord. Qui tape plus fort, puis plus vite. On a également un arrêt de la digestion. Et puis on a un rétrécissement du champ visuel. En fait, l'organisme se prépare soit à combattre, soit à fuir. Et il y a une troisième forme de réponse à une agression qui est la sidération. Donc en fait, il faut revenir sur ce qu'est le stress. Le stress est une agression pour l'organisme, qu'elle soit physique ou psychique. Il y a une sorte d'équilibre permanent au niveau corporel, et quand on a un stress, cet équilibre est rompu et l'organisme va réagir. Donc la sécrétion d'adrénaline va mobiliser toutes les ressources musculaires, cardiaques, pour se préparer à affronter ce stress ou à le fuir. C'est comme ça qu'on a vu des mamans capables de soulever une voiture d'1,5 tonne pour décoincer son enfant qui était pris sous les roues ou sous la carrosserie de la voiture. Mais alors, en quoi est-ce que c'est mauvais pour le cœur, ça ? Alors, c'est mauvais... Ou pas. Dans un premier temps, c'est un mécanisme d'adaptation. Donc, au début, c'est bon. Le problème, c'est que le stress, il faut qu'il retombe très très vite. Si vous prenez les gazelles dans la savane, elles vont se faire poursuivre par un lion, elles vont réussir à échapper, et 15 minutes après, elles sont déjà en train de brouter, elles ont oublié ce qui s'était passé. En revanche, quand nous, on a un accrochage le matin en voiture, on va y penser toute la journée, ça va nous miner, et donc on développe un stress qui va se prolonger. Alors, il y a le premier qui est la sécrétion d'adrénaline, qui peut entraîner des arythmies cardiaques. Alors, une arythmie pour tout le monde. Une arythmie, dans la définition, c'est un cœur irrégulier, en fait. Cette arythmie, elle peut être rapide, elle peut être lente, et on a tout un catalogue d'arythmies. Le problème, c'est que les arythmies générées par une sécrétion un peu trop élevée d'adrénaline, elles peuvent être délétères. Donc on peut avoir ce qu'on appelle des extrasystoles ventriculaires, ça on en fait tous, mais si on en fait en très grand nombre, ça peut être dangereux. Très grand nombre, c'est plus de 5000 par jour, pour rassurer vos auditeurs. Mais on en fait tous. On en fait tous entre 1 et 100 par jour. Voilà, par jour. Ça, c'est la moyenne, mais on peut en faire énormément en cas de stress. On a 100 000 battements par 24 heures, et j'ai un patient, médecin en l'occurrence, extrêmement stressé pour une raison bien précise. Ce que vous expliquez, c'est que les médecins sont stressés. Oui, évidemment. Les cordonniers sont les plus mal chaussés. Ah oui, d'accord. Ça fait énormément de pneumologues, radiologues, fumeurs qui disent à leurs patients la cigarette au bec qu'il ne faut pas fumer parce que ça peut donner un cancer du poumon. Donc votre collègue stressé, qu'est-ce qu'il a ? Mon collègue stressé, il avait 16 000 extrasystoles, donc 16 000 battements prématurés par 24 heures. Ce qui veut dire que 16% de ces battements étaient des battements anormaux. Et tout est rentré dans l'ordre une fois que ce stress a pu être supprimé. C'est-à-dire que j'ai les enregistrements de son cœur de 24 heures. Le premier, vous avez 16 000 extrasystoles. Le deuxième, vous en avez 0. Entre les deux, il a eu un bilan cardiologique qui est strictement normal. Donc on a pu éliminer toute autre cause. Toutes les causes mécaniques. Voilà, organiques. Ouais. Et donc il ne restait que le stress. Et quand on supprime le stress, il passe de 16 000 à 0.
Ce dont vous parlez, c'est surtout ce stress chronique, quotidien, qu'on finit par trouver, on va dire, normal, puisque ce sont nos journées qui sont faites comme ça, d'ailleurs. Exactement. Donc là, on était sur le stress aigu. Et quand vous avez un stress qui se prolonge, c'est les corticoïdes qui sont sécrétés par nos glandes surrénales. L'adrénaline est sécrétée un peu par le cerveau et beaucoup par les glandes surrénales. Et les corticoïdes sont sécrétés aussi par les glandes surrénales. Et là, on rentre donc sur un stress chronique. Et ces corticoïdes, au début, sont intéressants, mais à la longue, ça devient délétère. Ça entraîne une élévation de pression artérielle. Ça entraîne ce qu'on appelle une ostéoporose, c'est-à-dire une dégradation du tissu osseux. Ça entraîne une fonte musculaire. Ça entraîne un déplacement de la graisse qui vient se localiser principalement au niveau de la nuque. Et ça entraîne également une nette diminution de l'efficacité des défenses immunitaires. Donc en période précédente, période Covid, c'est délétère d'avoir un stress chronique. Et le problème, c'est que nos ancêtres hommes préhistoriques, eux, avaient des stress aigus sur des périodes assez courtes. C'est-à-dire qu'ils partaient chasser le mammouth parce qu'ils n'avaient plus rien à manger. Donc déjà, ils partaient faire un effort physique à jeun. Ils tuaient le mammouth. Et ils avaient un vrai stress parce qu'ils avaient un risque vital en tuant ce mammouth. Mais une fois qu'ils avaient les réserves de viande pour plusieurs semaines, là, il n'y avait plus trop de stress. Et dans notre société, qui est une société, on est dans du coton maintenant, hein. Alors évidemment, on voit que les drames, mais qui touchent finalement très peu de personnes. Et il y a bien moins de décès brutaux en 2020 que au XVIIIe siècle, par exemple. Donc les raisons de stresser sont peut-être pas légitimes. Alors les raisons de stresser ne sont pas légitimes. En tout cas, on n'a plus de pic de stress, mais vous allez recevoir 50 appels par jour, 150 SMS, une cinquantaine de mails, la pression parce qu'il faut rendre le rapport dans 1 heure, etc. Et tout ça sont des petits stress, mais quasi permanents. Et donc on est sur un niveau de stress chronique qui est élevé, sans forcément s'en rendre compte, mais qui finit par impacter le cœur. Est-ce que vous pouvez nous faire le bruit du cœur ? Alors le bruit du cœur tel qu'on l'apprend aux étudiants en médecine, c'est pumta, 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 pumta. Ça traduit la fermeture de certaines valves cardiaques. La valve mitrale, qui est celle qui est entre le ventricule gauche et l'oreillette gauche, et la valve aortique, qui est située à la sortie du ventricule gauche. Et donc le poum, c'est la fermeture de la valve mitrale, et le ta, c'est la fermeture de la valve aortique. A priori, c'est bien réglé, c'est millimétré. Oui, comme un métronome. Vous voulez parler de cohérence cardiaque, vous, ouais. Si vous non, mais c'est intéressant. Et à quelques millisecondes près, comme un métronome. Est-ce que le cœur est programmé pour battre indéfiniment ? Non, il y a une étude qui nous a appris que le cœur avait un nombre de battements fini, qui est à peu près le même chez tous les mammifères. Ce qui fait que les baleines qui ont un rythme cardiaque à 30 battements par minute peuvent vivre très très longtemps, et que les souris qui battent à 200 par minute ont une espérance de vie beaucoup plus courte. Je ne connais pas ce chiffre, si telle est votre future question. Donc ce qui veut dire que finalement, plus le cœur bat lentement, plus on vit longtemps. Oui. C'est le secret. C'est le secret. Donc les centenaires, ils ont le cœur qui bat super lentement. Probablement. Et les gens très stressés, mais on le sait, ça, ont une espérance de vie qui est plus courte. Ouais. Et sur l'infarctus, par exemple, est-ce que ça a un impact, le stress ? Bien évidemment. Est-ce que c'est démontré ? C'est démontré, et ce qui est même assez surprenant, c'est que le plus délétère n'est pas le stress physique, mais c'est le stress émotionnel, qui entraîne beaucoup plus d'infarctus. Et là, le stress émotionnel, c'est quoi ? Le stress émotionnel, ça va être l'annonce d'un décès, par exemple, c'est une dispute, c'est une rupture, tout ce qui occasionne un mal-être, en fait. Le stress au boulot tous les jours, par exemple, également. C'est ce qu'on appelle un stress émotionnel. Tout à fait. On va parler de l'hypertension. Vous dites que finalement, c'est une pathologie qui est très mal prise en charge en France. Pourquoi ? Pour 2 raisons. La première, c'est qu'il y a une espèce d'inertie diagnostique. On parle d'inertie clinique, c'est-à-dire que c'est difficile de poser ce diagnostic. Vous voyez un patient pour la première fois, il a une tension élevée.
Ça ne veut pas dire qu'une heure plus tard, il aura cette tension toujours élevée. La tension, il faut savoir que c'est un paramètre comme la température, comme la fréquence cardiaque, qui varie en permanence. Et donc, on a cette espèce de retard diagnostique qui fait qu'on se dit non, c'est l'effet blouse blanche. Donc le patient a probablement une tension normale. Mais encore faut-il s'en assurer. Donc pour ça, soit le patient prend lui-même la tension pendant quelques jours à raison de 3 mesures le matin, 3 mesures le soir, pendant 3 jours, et il fait ça tous les mois. Soit on programme ce qu'on appelle une MAPA, une mesure automatique de pression artérielle. Là, c'est un appareil qui va prendre la tension sur 24 heures, plusieurs fois le jour, plusieurs fois la nuit. Et donc on a des critères précis qui nous permettent de dire oui, il y a une tension artérielle élevée ou non, il n'y en a pas. Et ensuite, elle est insuffisamment traitée. Parce que, on a initié un traitement, le patient n'est pas arrivé aux chiffres recommandés, mais bon, il a un traitement, donc il est un petit peu protégé. Ça, ce sont les facteurs limitants côté médecin, puis vous avez les facteurs limitants côté patient, puisque dans la majorité des hypertensions artérielles, vous devez prendre un traitement à vie, puisque c'est un problème constitutionnel, c'est-à-dire que vos artères sont devenues trop rigides, donc il faut un traitement, et un patient sur 2 traité pour de l'hypertension artérielle aura arrêté son traitement au bout d'1 an. Voilà. C'est ce qu'on appelle l'observance médicamenteuse, et elle est mauvaise dans l'hypertension artérielle. D'accord. Donc vous, quelle est votre approche de traitement de l'hypertension ? Quelqu'un qui vient vous voir pour de l'hypertension, vous ne lui enlevez pas son traitement ? Non, je ne lui enlève pas son traitement, mais après, vous avez différents types d'hypertension artérielle. Vous en avez essentiellement 4. Vous avez l'hypertension artérielle qu'on appelle iatrogène ou toxique. C'est-à-dire que vous prenez soit des médicaments, soit des produits toxiques qui vont entraîner une hausse de l'hypertension artérielle. Donc, parmi les produits toxiques, on peut citer la cocaïne, les amphétamines. Comme ça, c'est fait. Voilà. Le ou la réglisse, ça dépend quelle partie on mange. Et puis l'anthésite. Ah oui, il y avait l'anis sans alcool. Là, non ? Le Pacifique. Le exactement. Pacifique, voilà. Le pastis sans alcool. Le Pacifique. Ça, c'est très délétère si on en boit beaucoup. Donc ça, c'est pour l'hypertension artérielle toxique. Vous avez l'hypertension artérielle secondaire, où là, en général, c'est un problème de glandes, soit la thyroïde, soit les glandes surrénales, soit les reins. Vous avez l'hypertension artérielle qui est causée par le redoutable syndrome des apnées du sommeil, qui est là aussi sous-estimé en France. On pourra le développer ultérieurement si vous le souhaitez. Pas très diagnostic. Enfin, on commence à en parler finalement. Oui, on commence à en parler, mais en tout cas, en termes de dépistage, on est certainement très mauvais en France. Il y en a beaucoup plus que le nombre de patients dépistés en fait. Et puis donc vous avez ce que j'appelle l'hypertension artérielle émotionnelle, où là vous avez vraiment l'effet blouse blanche, des gens qui dès qu'ils vont chez le médecin ou dès qu'ils ont une émotion ont une grosse sécrétion d'adrénaline avec une tension qui monte. Et puis le dernier, c'est ce qu'on appelle l'hypertension artérielle essentielle, pour laquelle là il faut un traitement médicamenteux. Donc l'hypertension artérielle toxique, on arrête les toxiques. L'hypertension artérielle secondaire, on va traiter la cause, traiter le syndrome des apnées du sommeil, traiter le problème surrénal, thyroïdien, etc. Là, ça devrait régler le problème de tension. Et puis, pour l'hypertension artérielle émotionnelle, et c'est là que j'interviens, on va travailler sur le stress, sur les émotions. Et puis, pour l'hypertension artérielle essentielle, là, on sera obligé de prendre un traitement par les médicaments. D'accord. Alors, comment vous, en tant que cardiologue, vous prenez en charge les émotions ? Alors, la principale corde que j'utilise à mon arc, ça reste l'hypnose. C'est un outil que je trouve vraiment fabuleux. C'est extraordinaire. À chaque fois, je suis aussi impressionné quand je fais une séance d'hypnose que quand je regarde un cœur à l'échographie. Les deux sont vraiment fascinants. D'accord. Expliquez-nous pourquoi ça marche. Pourquoi ça marche ? Parce que les émotions, elles sont générées, elles siègent au niveau de l'inconscient. Et que consciemment, on ne peut pas raisonner l'inconscient. Et donc le moyen d'accéder à l'inconscient et d'aller lui parler, lui expliquer que ce qu'il fait n'est pas bien, qu'il pourrait faire autrement, tout en le remerciant, parce que l'inconscient n'a qu'un but, c'est de nous protéger, et donc de mettre en place des stratégies pour nous protéger, mais qui parfois sont inadaptées. Eh bien, le seul moyen d'aller voir cet inconscient et de lui parler, c'est par l'hypnose. Et on va avoir un cardiologue pour ça ? Non, on va voir un hypnothérapeute ou un hypnopraticien. Voilà. Moi, j'ai les deux casquettes. Donc... mais ça, c'est intéressant. Je dis, ça, c'est novateur, par exemple. Pour les patients viennent me voir.
pour un problème XY. Si je pense que l'hypnose peut les aider, je vais leur proposer l'hypnose. Mais il y a des patients qui, d'une part, sont réfractaires à l'hypnose. Cela, tant pis pour eux. Et il y a les patients qui veulent bien faire de l'hypnose, mais que ça gêne que je sois porteur des deux casquettes, à la fois cardiologue et hypnothérapeute. Donc là, j'ai de bonnes adresses, parce qu'évidemment, en hypnose, il y a à boire et à manger. Ouais, c'est ce qu'on disait hors antenne. Voilà, il faut tomber sur un bon praticien. Ça, c'est la base. Mais de toute façon... Et pas un charlatan. Ça ne fonctionnera pas si vous n'avez pas confiance dans le praticien. Et le fait d'être médecin, ça rassure beaucoup les gens. Parce qu'on a... l'hypnose a cet aspect sulfureux encore. Et donc, on a peur... Ça fait mesmer un peu. Voilà, on a peur de la manipulation, de faire quelque chose contre son gré, ce qui n'est pas le cas, je peux rassurer vos auditeurs. Et donc, le côté médecin rassure grandement les patients. Et puis, surtout... Avant de proposer l'hypnose à un patient, moi j'ai ce luxe, parce qu'en général je les vois avant, le bouche à oreille fonctionne, donc j'ai des patients que je vois pour la première fois en hypnose, mais ceux que je vois en consultation de cardiologie, il y a déjà un lien thérapeutique qui est créé, donc vous en parliez tout à l'heure, et ce lien thérapeutique est fondamental, puisque ça représente 60% du succès de la thérapie. Et ça, on l'a testé quelles que soient les thérapies. C'est vraiment l'attitude du thérapeute, la relation qu'il réussit à créer avec son patient, qui va conditionner le succès ou non de la séance. Ça, c'est Émile Coué. C'est Émile Coué, exactement. Émile Coué, pour l'anecdote, qui a été reçu aux États-Unis comme un chef d'État, avec descente en limousine de la 5e avenue, alors qu'en France, il est moqué en disant que... on appelle ça, on parle surtout de sa fameuse méthode, la méthode Coué. Quand il y a une lutte entre l'imagination et la volonté, c'est toujours l'imagination qui l'emporte sans aucune exception. Exactement. Exemple ? Ouais, allez-y. Vous êtes capable, si je vous trace une ligne de 5 cm de large au sol, vous êtes capable de marcher sur cette ligne sans aucun problème. Si je tends une latte de plancher entre deux immeubles à 50 mètres du sol de la même largeur, vous allez être pris par la peur et je ne pense pas que vous puissiez traverser entre ces deux immeubles. La largeur, elle est la même. Ouais. Sauf... Voilà, l'imagination. Sauf s'il y a votre fiancé qu'il faut aller sauver de l'autre côté. Alors là, peut-être. Voilà. Peut-être. Mais là, on joue. Ou votre enfant. Là, vous aurez une bonne poussée d'adrénaline, effectivement. Ouais. C'est l'exception. Voilà. Mais finalement, c'est ça la méthode Coué. Ça se rapproche de l'effet placebo ou pas ? Oui, c'est une forme d'effet placebo. La méthode Coué, c'est... alors, je ne sais plus quelle est la phrase exacte, mais on doit se répéter aussi chaque jour que chaque jour, je vais de mieux en mieux, etc. etc. Donc, c'est un espèce de conditionnement qui fait... sont des pensées positives, en fait. On parle de pédagogie positive, de psychologie positive. Dans la cohérence cardiaque, si on en parle tout à l'heure, on verra que les pensées positives sont fondamentales. Émile Coué, lui, en parlait déjà. J'aimerais qu'on parle du coronavirus. Et alors, est-ce que c'est la même famille coronavirus que coronaire, par exemple, vous qui êtes cardiologue ? Non, ça n'est pas du tout la même famille. La racine est la même puisque le coronavirus a une forme de couronne, comme les artères du cœur, qui ont une forme de couronne puisqu'elles encadrent essentiellement le ventricule gauche. C'est pour ça qu'on les appelle artères coronaires. Ceci dit, il semblerait que les recherches sur les coronaires sur Google aient explosé. Les gens cherchant probablement une similitude entre coronavirus et coronaire. Alors, on a vu que le coronavirus s'attaque à beaucoup d'organes de notre corps, y compris le cœur. Exactement. Et donc là, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, après 3 mois d'épidémie ? Qu'est-ce que vous voyez ? Alors, on voit beaucoup de patients qui ont des accélérations de leur fréquence cardiaque et plusieurs semaines après avoir eu l'infection. Mais une infection grave ou... Non, pas forcément. Pas forcément. Avec des sensations de palpitation dans un contexte de fatigue, de grande fatigue. Et on découvre pour l'instant, ça. On découvre ça, comme avec le coronavirus, on en a appris tous les jours pendant la phase critique de l'épidémie où il y avait énormément de patients. Voilà, on en apprenait chaque jour, soit au niveau cardiologique ou sur le virus lui-même. Il a une toxicité directe sur le cœur parce que l'une des portes d'entrée de ce virus, c'est une enzyme en fait qui s'exprime énormément au niveau cardiaque, pulmonaire et digestif. Mais c'est vrai qu'au niveau cardiaque, on a beaucoup
de cette enzyme et c'est vraiment la porte d'entrée du virus dans les cellules. D'accord. Et encore une fois, on parle de gens qui n'ont pas fait forcément des formes sévères ou graves de la maladie, qui ont été intubés ou... Non, on parle de tout type de patients, mais les patients intubés qui ont eu des formes graves ont des atteintes en général graves du cœur, ce qui s'appelle une myocardite, qui est une inflammation du muscle cardiaque directement causée par le virus. Donc, comment vous prenez en charge ça ? Alors, les myocardites, c'est très compliqué parce que parfois, on est obligé de supplanter le cœur. C'est-à-dire qu'on va mettre le cœur au repos et on vient réoxygéner le cœur le sang avec une machine spécifique. Ce qui permet au cœur de se reposer, de récupérer et ensuite de pouvoir enlever cette machine. Alors pour que ça aille bien et que notre cœur aille bien, vous avez pas mal de choses que vous proposez. Déjà, vous dites, occupez de vous. 1 heure par jour, au moins. Oui. Et méditer, parce que méditer, c'est bon pour le cœur. Expliquez-moi comment on sait que méditer, c'est bon pour le cœur. Est-ce qu'il y a des preuves scientifiques ? Oui, il y a des preuves scientifiques, il y a des études qui ont été faites. Et effectivement, quand on fait... Donc on pratique assidûment, parce que c'est comme pour le sport. Si vous faites de la méditation une fois de temps en temps, vous n'en tirerez aucun bénéfice. Maintenant, si vous êtes un pratiquant assidu, régulier de la méditation, vous allez avoir un apaisement. En général, les pensées négatives s'en vont. Ouais. Vous allez avoir une baisse de votre fréquence cardiaque, une baisse de votre pression artérielle. Et tout ça concourt à augmenter votre espérance de vie. Bien. Et c'est de la méditation en pleine conscience. Alors oui, les autres méditations, elles sont bien aussi, mais celle qui a été le plus étudiée et qui a été élaborée par un médecin américain, c'est la méditation pleine conscience. D'accord. Alors vous utilisez un autre outil qui commence à arriver en France, c'est ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. Alors qu'est-ce que c'est que cet outil ? Comment vous l'utilisez ? Et quels sont les bénéfices qu'on peut en attendre ? Alors, notre organisme fonctionne sur des rythmes biologiques. Et l'idée, c'est d'harmoniser tous ces rythmes. Et le chef d'orchestre de l'organisme, c'est le cœur. Le cœur émet un champ magnétique qui est 3 fois plus important que celui du cerveau. Et il semblerait que le champ électromagnétique généré par le cœur soit détecté jusqu'à 3 mètres du cœur de la personne qui l'émet. Donc il est possible... C'est-à-dire qu'on est tous, on émet tous des ondes. On émet tous des ondes, voilà. Et il est possible que ces ondes nous influencent. Donc si vous êtes entouré de personnes positives, vous allez avoir une bonne influence. Si vous êtes entouré de gens dépressifs, ce sera moins bien pour vous. Donc ces rythmes, en général à l'état de base, sont assez anarchiques. Et la cohérence cardiaque permet d'harmoniser ces rythmes en faisant 2 choses relativement simples. La première, cela va être de caler sa respiration sur un métronome. Classiquement, on inspire sur 5 secondes et on expire sur 5 secondes. Après, il y a des variations, ça peut être 4 et 6, 5, 5 et 5, 5, ou monter à 6 secondes pour les 2. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose fondamentale, c'est d'avoir des pensées positives. L'idéal étant d'avoir une application et un capteur de pouls pour être certain d'atteindre cet état de cohérence cardiaque. Parce que vous pouvez faire l'exercice. C'est-à-dire qu'on mesure, il y a des fréquences. C'est l'analyse de la fréquence cardiaque avec un traitement logiciel derrière qui permet de dire si oui ou non vous êtes dans cet état de cohérence cardiaque. Parce que si vous n'avez pas ce capteur, vous pouvez faire l'exercice sans pour autant atteindre cet état de cohérence cardiaque et donc n'en tirer aucun bénéfice. C'est gratuit, hein. Vous avez plein de vidéos. Enfin, en tout cas, il y a plein vous avez des vidéos. Il y a plein de vidéos sur YouTube. Mais vous n'avez pas l'analyse du pouls. Voilà, d'accord. Donc pour l'analyse du pouls, vous avez soit des applications qui utilisent l'appareil photo du smartphone, qui ne sont pas très chères, mais les puissances des LED devenant de plus en plus fortes, ça peut occasionner sur certains modèles de smartphone des échauffements au niveau du doigt, puisqu'on pose le doigt sur l'appareil photo pour analyser le pouls. Soit vous avez des capteurs que vous achetez, qui sont un peu plus onéreux, qui se mettent sur le lobe de l'oreille et qui vont analyser votre fréquence cardiaque. D'accord. Il faut la pratiquer à quelle... alors, c'est le cas de le dire, à quelle fréquence la cohérence cardiaque ? Alors, c'est le problème de la cohérence cardiaque, c'est que pour que ce soit efficace, il faut le faire 3 fois par jour à raison de 5 minutes. Mais ce sont 5 minutes où vous êtes vraiment dans votre bulle. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être dérangé par un coup de fil, par un enfant. On ne le fait pas en voiture, donc ? Non, on ne le fait pas en voiture. Non, vous avez besoin d'être concentré. Enfin, sauf si on est à l'arrêt.
sauf si on est à l'arrêt, mais pas d'accord. au feu rouge. D'accord, donc c'est 5 minutes, combien de fois par jour ? 3 fois par jour. 3 fois par jour. L'efficacité de la cohérence cardiaque, quand vous en faites 5 minutes, 5, 10 ou 15, elle est de 6 heures derrière. Donc classiquement, on recommande de le faire vers 7-8 heures du matin, vers 12-13 heures, et de le refaire vers 17 heures. Le faire à 22 heures, ça n'a aucun sens, puisque la cohérence cardiaque agit essentiellement en baissant le cortisol, qui est donc l'une des hormones corticoïdes dont on parlait en début d'émission, qui est délétère sur l'organisme et qui est générée par le stress. Et ce cortisol diminue naturellement la nuit. Le pic du cortisol, oui. Voilà. Donc le faire à 22 heures, ça ne va pas impacter ce taux de cholestérol. Bon, le matin, ça fait avant d'aller travailler, à la pause du déjeuner et à l'heure du goûter. C'est ça. En gros. Là, c'est l'idéal. Alors, vous avez testé pas mal de choses. Par exemple, la thérapie par le froid. Oui. Expliquez-nous en quoi d'abord ça consiste et pourquoi est-ce que la thérapie par le froid, c'est bon pour le cœur ? Alors, dans la thérapie par le froid, moi, j'utilise la méthode Wim Hof. Parce que vous avez même fait un stage. Hein, J'ai fait un stage, oui. Je me suis immergé dans un bain de glace pendant 5 minutes, donc dans une eau à 0 degré. Vous avez des centres de cryothérapie qui se développent un petit peu partout maintenant, mais qui sont des cryothérapies en milieu sec. Donc on descend à moins 70 ou moins 100, je crois, mais c'est mieux toléré puisque vous êtes en milieu sec. Les sportifs le font notamment. Exactement. Hein, on sait que ça entraîne une accélération de la récupération. La méthode Wim Hof, elle est basée sur 3 piliers qui sont la méditation, sur laquelle Wim Hof dit pas grand-chose finalement. Wim Hof est le créateur de la méthode. Oui, elle porte le nom de son créateur hollandais. Exactement. Mais vous avez lu le livre français de Jean-Paul machin, comment j'ai retrouvé son nom. Retrouvez-le, j'ai honte. Jean-François Tual. Voilà, pardon. Un livre qui s'appelle Le froid m'a sauvé. Avec lequel j'ai fait le stage dont vous parliez tout à l'heure. Le deuxième pilier, ce sont des exercices respiratoires, où en fait vous allez générer un stress en vous mettant en apnée. Et en fait, vous redonnez de l'élasticité à votre système de réponse au stress. Comme je vous l'ai dit, on a des stress peu violents mais constants. Là, chaque matin, je fais mes exercices respiratoires et je décharge mes surrénales. Je libère un stock d'adrénaline et je redonne cette élasticité à mon système de réponse au stress. Et le troisième pilier étant l'exposition au froid. Donc Wim Hof a plusieurs records du monde à son actif. Il a fait un marathon autour du cercle polaire en short, torse nu, entre autres. Et donc chaque matin, comme vous maintenant je crois, je prends une douche froide. Ouais, moi aussi. À cause de vous. À cause de moi. Alors c'est marrant parce que j'en parle dans le livre, cette méthode Wim Hof, elle est arrivée à moi. Je crois que c'est l'univers qui me l'a. Je crois beaucoup en la loi de l'attraction. Et j'ai rencontré plusieurs personnes, dont un médecin qui me dit « Ah mais vous connaissez pas la méthode Wim Hof, c'est génial. Moi je prends une douche froide tous les jours, j'habite dans les Pyrénées, je me baigne dans les rivières où il fait 8 degrés. Et je ne suis plus jamais malade. » Plus d'angine, plus de grippe, rien. Donc on sait que le froid renforce... Wim Hof, lui, s'était injecté un virus pour... Alors c'était une bactérie. Une bactérie pour justement voir l'impact que ça avait sur le système immunitaire. Exactement. Alors là, c'est plus avec les exercices respiratoires que Wim Hof arrive à contrôler l'infection et à rejeter la toxine et la bactérie de son organisme en l'espace de quelques heures. Bon, pour madame et monsieur tout le monde qui nous écoute ce matin, donc une douche froide, ça suffit, c'est ça ? Une douche froide, c'est très bien. Alors froide, elle n'est pas vraiment froide, l'eau. J'ai été étonné d'apprendre qu'elle était au moins à 10 degrés, l'eau froide de nos robinets. Un peu plus. Oui, 10 à 12. 12 degrés, donc finalement, c'est pas froid. Ça n'est pas les 0 degrés, mais à partir de 10-12, on a vraiment un impact. C'est difficile de se baigner en mer dans une eau à 10-12 degrés. Et pour la petite info, si vous tombez habillé, mais habillé en civil, pas en combinaison, habillé dans une eau à 0 degré, vous avez 100% de mortalité au bout de 30 minutes. Voilà. Et Wim Hof reste 1h12 immergé dans un bain d'eau froide. Donc vous, ce qu'on vous demande, c'est une douche de combien le matin à peu près pour que ce soit efficace ? 3 minutes. Ouais, 3 minutes. 3 minutes, ouais. Mais on commence pas par le chaud et après on va vers le froid. Vous faites comme vous voulez. Ah, on peut ? Bah oui. Moi, je fais les deux, ça dépend du temps que j'ai. Là, ce matin, j'ai commencé par la douche froide, j'ai terminé par la chaude, et puis parfois, je fais l'inverse. Et vous expliquez que c'est bon de marcher dans l'eau froide, par exemple ?
c'est bon pour les extrémités. Oui, c'est bon pour les extrémités. En fait, pour le système immunitaire, c'est extrêmement bon parce que ça le renforce. Ouais. Et c'est par ce biais-là que ça diminue le risque d'infection. Et c'est très bon pour le cœur parce qu'en fait, nos artères ont cette capacité de se contracter et de se relâcher. Et les artères, chez des patients hypertendus, elles perdent cette capacité de contraction et de relaxation. Et en vous exposant au froid, l'organisme réagit et pour éviter la déperdition de chaleur, va entraîner une constriction, c'est-à-dire un resserrement des artères qui sont sous la peau. Et en fait, vous créez une gymnastique de vos artères. Et ça, c'est bon pour le cœur. C'est bon pour la pompe. Le cœur. Et c'est bon pour les artères. Alors, il n'y a pas d'études scientifiques encore, mais Wim Hof est devenu le sujet d'études de 12 laboratoires dans le monde à travers sa technique. Et donc, je pense réellement qu'il y aura, s'il est étudié, on trouvera un impact sur l'hypertension artérielle en prenant ces douches froides. Bien, on parle de l'intelligence du cœur, c'est un peu a priori, le cœur, notre autre cerveau. Alors on en avait déjà 2 cerveaux, c'était déjà compliqué à accepter, maintenant on en a un 3e, oui. Mais ça a été prouvé finalement. Oui, il y avait des neurones au niveau du cœur. Effectivement, alors il n'y en a pas beaucoup, hein. On est sur une dizaine de milliards de neurones dans nos cerveaux, on est sur 200 millions de neurones dans nos intestins et on n'en a que 40 000 dans le cœur. Mais suffisamment, semble-t-il, pour mémoriser, pour se souvenir, possiblement pour décider aussi. Alors si on rentre dans les neurosciences, là... Ça commence, parce qu'il y a un vrai sujet en plus. Oui. Il y a un vrai sujet, mais quand on parle de l'intelligence du cœur, de quoi le cœur peut-il décider finalement par rapport au cerveau? De bonnes choses. Ouais. De bonnes choses. Là, on va se fier aux émotions positives, en fait. C'est-à-dire qu'on sort de la raison et on va aller vers le cœur. À travers ce que l'Institut HeartMath, qui est l'inventeur, entre guillemets, ou le découvreur de la cohérence cardiaque, on parle des 5 sentiments fondamentaux du cœur, qui sont la compassion, la sollicitude, la reconnaissance, le non-jugement et le pardon. D'accord. Et comment est-ce qu'on la laisse s'exprimer, cette intelligence? En luttant contre le stress, en luttant contre les pensées négatives. Donc là, vous avez tout un tas de méthodes. Ouais. Et puis, en appliquant les 4 accords Toltec, par exemple. Il y en a 5 maintenant. Oui, ils en ont trouvé un 5e, c'est vrai. Tout augmente. Faut vendre des bouquins, en fait. C'est ça. Non, le non-jugement, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Le pardon aussi, c'est difficile de pardonner. C'est peut-être plus difficile encore de demander pardon. Mais et puis la reconnaissance que l'on peut avoir envers Dieu pour ce qu'il nous apporte, envers notre famille, envers nos collègues de travail, c'est important. La sollicitude, c'est bien aussi parce que ça c'est pas que pour soi la sollicitude, ça apporte quelque chose à l'autre aussi. On est dans le don. Une thérapie par l'hypnose pour le cœur, ça dure combien de temps? Pour ceux qui nous écoutent ce matin et qui disent tiens, finalement... Ça dépend des thérapeutes. Mais c'est long, ou c'est... Non, alors l'hypnose, ça fait partie de ce qu'on appelle les thérapies brèves. Thérapie brève, ça veut dire moins d'une dizaine de séances. Voilà, alors au risque de choquer certains esprits, moi je travaille en une séance. Est-ce que ça marche pour le tabac? Parce que là, il y a plein de gens qui nous écoutent qui vont dire ah ouais, si ça marche pour le tabac, j'y vais tout de suite. Oui, ça marche pour le tabac. Vous émettez l'hypothèse, oui. À une condition, c'est que vous soyez motivé. Si vous venez faire une séance d'hypnose pour arrêter de fumer, pour faire plaisir à votre conjoint ou à votre médecin, ça ne marchera pas. C'est une perte de temps pour tout le monde, c'est une perte d'argent pour le fumeur. En revanche, si vous êtes motivé, si vous avez le déclic qui vous dit il faut absolument que j'arrête, quelle que soit la raison, mais que la raison vienne de soi, là, l'hypnose sera efficace. Très efficace. En une séance ou il faut plusieurs séances? Encore une fois, je travaille en une séance. Il y a des thérapeutes qui travaillent en 1, 2, 3. Pour le tabac, maximum, c'est 3. Bon, et pour le Nutella, ça marche aussi ou pas? Et pour le Nutella, ça marche aussi, oui. Donc c'est important de savoir si ça marche pour le Nutella. Ça marche aussi.
Bien, l'OVNI était avec nous ce matin, le docteur Mathieu Bernard. J'appelle le titre de votre livre, Le cœur, notre autre cerveau, aux éditions Larousse. Vous réécoutez l'émission en podcast, vous regardez l'émission sur la chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous.